Dire que les dernières années ont été difficiles pour la Russie dans la région du Caucase du Sud, c'est un peu comme dire que le gouvernement britannique de Keir Starmer est seulement légèrement impopulaire. Un euphémisme tellement énorme qu'il frise l'absurdité. Autrefois, les maîtres incontestés des États post-soviétiques, qui occupent autant cette région montagneuse peu peuplée, le Kremlin a été contraint de regarder ces pays lui échapper. Déçu par l'échec des forces de maintien de la paix russes à protéger les Arméniens du Haut-Karabakh contre l'Azerbaïdjan, l'Arménie a commencé à se tourner vers la France et l'Occident. L'Azerbaïdjan s'est de plus en plus rapproché de la Turquie, à tel point que le président Ilham Aliyev a pu publiquement réprimander Vladimir Poutine après que les défenses aériennes russes ont accidentellement abattu un avion azéri, finalement obligeant l'autocrate à agir contre sa nature. Il s'est excusé. Pour un Kremlin ayant vu cette région comme son arrière-cour, la chute du pouvoir russe est une humiliation totale. Un autre signe que l'opération militaire en Ukraine affaiblit l'influence de Moscou, malgré de nombreuses pertes russes. Avec une exception, alors que l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'éloignent, un État du Caucase du Sud se rapproche de l'ancienne métropole. Son gouvernement rapproche son économie de la Russie, tandis que son dirigeant oligarque imite la méthode du Kremlin. Ancienne nation caucasienne la plus occidentalisée, la Géorgie sombre désormais dans la répression et l'autocratie. Malgré de nombreux facteurs locaux, il est clair que la dissidence du pays est la plus grande victoire de politique étrangère de Poutine depuis des années. La mort d'un rêve. Si vous faisiez une liste des étapes pour créer une autocratie moderne, Tbilissi les cocherait probablement toutes sans exception. L'épuration de la fonction publique a entraîné le licenciement de plus de 800 personnes, remplacées par des fidèles du parti au pouvoir. La mainmise sur le pouvoir judiciaire, y compris la Cour constitutionnelle, désormais réduite à approuver les décisions gouvernementales. La loi sur les agents étrangers, inspirée de la Russie en 2015, a privé organisations non gouvernementales et médias non gouvernementaux de financement étranger, démantelant la société civile. Jusqu'à présent, tout cela peut sembler un peu familier, à un scénario que nous avons déjà vu utilisé dans des pays comme la Hongrie. Mais alors que la Hongrie a érodé sa démocratie au point d'être désormais classée comme un État autoritaire compétitif, au moins Budapest permet encore à la concurrence d'exister. Même si Viktor Orban pèse lourdement sur la balance, il est encore possible de voter pour chasser son parti Fidesz du pouvoir. Il suffit de voir la panique dans l'entourage d'Orban à l'idée que Péter Magyar puisse le détrôner lors des élections de l'année prochaine. En Géorgie, cependant, le gouvernement semble avoir décidé d'abandonner toute compétition et de passer directement à un autoritarisme total. Fin octobre, Rêve géorgien a demandé à la Cour constitutionnelle d'interdire les 3 principaux partis d'opposition. Des figures de proue de l'opposition ont été accusées de comploter un coup d'État et risquent de longues peines de prison. La répression ne cible pas que l'élite. À Tbilissi, les manifestants risquent de fortes amendes pour avoir bloqué la circulation ou porté des masques dans la capitale. Vous vous demandez peut-être, pourquoi portent-ils des masques, Simon ? Le gouvernement a installé une technologie chinoise de reconnaissance faciale dans toute la capitale pour surveiller les manifestations contre leur prise de pouvoir. Toute personne qui y participe peut s'attendre à une amende de 5000 haris, soit environ le double du salaire mensuel moyen. Et cela, c'est juste pour le montant minimal. Des manifestants et journalistes ont été battus ou emprisonnés lors des manifestations. Comme l'a écrit l'expert Thomas de Waal pour Carnegie en septembre, je cite, « Dans ce qui était une démocratie imparfaite mais dynamique, le parti au pouvoir Rêve géorgien devient pleinement autoritaire. » Il n'est pas le seul à l'avoir remarqué. Récemment, l'Union européenne a publié son rapport annuel sur les pays candidats sans grande surprise. L'Ukraine s'en sort bien mais doit encore travailler sur la corruption. La Serbie s'en sort mal, le Monténégro est le bon élève. La partie sur la Géorgie donnait des frissons. Eh bien, pour ceux d'entre nous qui ont encore des cheveux, hein. Qui a écrit ça ? Après avoir obtenu le statut du Canada en 2023, la commission de l'élargissement a indiqué que Tbilissi n'était plus qu'un candidat de nom. Comme l'a ensuite déclaré le commissaire à l'élargissement aux journalistes, le rapport sur la Géorgie était, je cite, « le pire rapport d'élargissement jamais rédigé pour un pays candidat ». Et ce, même si 74% des Géorgiens voteraient pour l'adhésion à l'Union européenne en cas de référendum la semaine prochaine. Malgré aussi l'engagement inscrit dans la constitution du pays pour que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir afin de rejoindre le bloc. Pour ceux qui se souviennent de ce qu'était la Géorgie dans les années 2000 et 2010, un tel basculement vers un autoritarisme à la russe semblerait absurde.
Après la révolution des roses, en 2003, Tbilissi était souvent vu comme l'État le plus occidental parmi les pays post-soviétiques, sauf l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Et le traumatisme de l'invasion russe en 2008 semblait garantir qu'elle ne reviendrait jamais dans l'orbite de Moscou. Et pourtant, nous voilà en 2025, avec Rêve géorgien qui précipite la nation dans l'étreinte moite du Kremlin. Avec un sentiment d'inévitabilité que les aspirations européennes du pays sont tout simplement terminées. Alors, que s'est-il passé ? Comment le chouchou de l'Occident dans le Caucase du Sud est-il tombé si rapidement sous l'influence russe ? Eh bien, pour cela, nous pouvons blâmer un seul homme. La politique du pouvoir. À moins de suivre la politique de la région, il est peu probable que vous ayez déjà entendu parler de Bidzina Ivanichvili. Ancien Premier ministre de la Géorgie, Bidzina Ivanichvili a été élu en 2012, pour démissionner l'année suivante. Homme reclus, il n'a fait que de rares apparitions publiques depuis. Mais ce résumé en 2 phrases passe à côté de l'essentiel concernant Ivanichvili. Pourquoi plus de 10 ans après avoir quitté son poste de Premier ministre, il influence encore le destin de son pays ? La première chose à noter, c'est qu'il est spectaculairement riche. Avec une fortune estimée à 8 milliards de dollars, sa richesse a été décrite comme équivalent à un quart, voire un tiers du produit intérieur brut total de la Géorgie. Il est également important de savoir où il a fait cet argent. Ayant déménagé en Russie alors que la Géorgie faisait encore partie de l'Union soviétique, Ivanichvili a été l'un des rares chanceux à pouvoir faire fortune lors de l'effondrement économique post-soviétique en rachetant des infrastructures précieuses pour une bouchée de pain. Aujourd'hui, cette richesse lui donne un pouvoir que la plupart des élites géorgiennes n'imaginent pas. Deuxièmement, la carrière politique d'Ivanichvili ne s'est pas faite avec n'importe quel parti politique. Au contraire, il a fondé le Rêve géorgien, du nom du label de son fils rappeur. Vraiment ? Le Rêve géorgien est né alors que la société était lasse du président Mikhail Saakachvili, arrivé au pouvoir après la révolution des roses. Mais il s'était retrouvé mêlé à des scandales de corruption et révélé des penchants autoritaires. Lors de sa première participation aux élections en 2012, le parti dirigeait une large coalition anti-Saakachvili. Il s'est également présenté avec un programme qui pourrait être décrit comme l'exact opposé de ce que le parti défend aujourd'hui. Rêve géorgien, dans sa version originale, était pro-occidental, pro-Union européenne anti-corruption, et n'était pas particulièrement intéressé à se rapprocher de la Russie. En réalité, c'est sous Rêve géorgien que l'amendement constitutionnel de 2018 a été adopté, imposant au gouvernement de viser l'adhésion à l'Union européenne, parce que la politique à l'ère moderne n'est en rien si ce n'est étrange. La direction du parti, même aujourd'hui, insiste toujours sur le fait qu'elle rapproche le pays de l'Europe tout en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour s'aliéner Bruxelles. La méfiance envers Moscou persiste dans le pays. Après la guerre russo-géorgienne de 2008, Tbilissi a perdu 20% de ses 69 700 km² de territoire, occupés par la Russie. De nombreux Géorgiens, victimes du nettoyage ethnique en Abkhazie dans les années 1990 par des forces soutenues par la Russie, vivent toujours dans des logements temporaires. Un sondage récent révèle que 69% des Géorgiens voient Moscou comme leur principal ennemi. Alors, compte tenu de tout cela, comment en est-on arrivé à une situation où Rêve géorgien peut éloigner la société de l'Europe et la rapprocher de la Russie ? Ivanichvili a profité de la petite élite géorgienne. En satisfaisant quelques dizaines de personnes, il a évité que les oligarques du pays ne lui fassent obstacle. Ce n'est pas pour rien que Thomas de Waal a écrit à ce sujet, je cite, « Il y a quelque temps, il était possible de parler de la Géorgie comme ayant un gouvernement et un parti au pouvoir. Mais il est Fontaine. Aujourd'hui, il est plus logique de parler de la capture de l'État par une petite élite d'affaires centrée autour d'Ivanichvili. Le traumatisme de la guerre de 2008 a, en quelque sorte, favorisé le parti. La plupart des Géorgiens détestent la Russie. Oui, mais savez-vous quelle autre émotion ils ressentent envers la vaste nation au nord ? La peur qu'une autre guerre se termine avec leur nation rapidement subjuguée et détruite. En ce moment, le contingent militaire russe dans le territoire disputé d'Ossétie du Sud se trouve juste à côté de la principale autoroute E60 de la Géorgie menant à Tbilissi. Si la guerre éclatait, les chars russes pourraient facilement atteindre la capitale en quelques heures à peine. Rêve géorgien a exploité cette peur, se présentant comme le parti de la paix face à ce que ses dirigeants nomment le parti de la guerre mondiale, qui chercherait à pousser les Géorgiens au conflit avec la Russie. Rêve géorgien reste populaire auprès des électeurs ruraux pour une raison. Beaucoup pensent aussi que c'est la seule chose qui les sépare d'une annihilation pure et simple. Ce n'est pas que la peur soit le seul facteur de motivation ici.
Au même moment où les Géorgiens ordinaires s'inquiètent d'une reprise de la guerre, d'énormes flux d'argent russe affluent dans le pays, alimentant un boom immobilier. Le produit intérieur brut en 2024 a augmenté de façon spectaculaire de 94% contre 28% pour les États-Unis. Selon The Economist, des analystes évoquent d'importants flux d'argent non déclarés de Russie qui stimulent l'économie géorgienne. Cependant, Tbilissi devient dangereusement dépendante de Moscou. 45% des importations de pétrole de la Géorgie proviennent désormais de Russie, contre moins de 10% lorsque Rêve géorgien est arrivé au pouvoir. Ce ne sont pas seulement l'argent et la peur qui accélèrent un dédentaire la dérive du pays vers la dictature. Il y a aussi beaucoup de bonnes vieilles fraudes électorales. Un homme, une voix, une foi. Dire que Rêve géorgien reste populaire chez certains électeurs ruraux n'est pas un mensonge. Le parti dispose d'un soutien solide hors des centres urbains, à l'instar de nombreux autres partis populistes européens. Pourtant, peu de gens pensent qu'ils sont aussi populaires que l'ont montré les élections de 2024. Le parti a obtenu plus de la moitié des voix, mais dans un contexte d'intimidation et d'accusation de bourrage d'urnes massifs. En effet, une analyse statistique réalisée par des chercheurs après le scrutin a suggéré qu'entre 90 000 et 245 000 voix étaient probablement frauduleuses. La réaction à l'élection volée fut si massive qu'il semblait impossible pour le parti d'y survivre. Il y avait tant de monde dans la rue qu'on évoquait une révolution imminente. Mais même si les manifestants sont présents chaque soir depuis le drame de l'hiver dernier, la mainmise du parti s'est progressivement renforcée. D'abord, le parti d'opposition a commencé à boycotter le Parlement. Au lieu d'y voir un signe de leur légitimité déclinante, Rêve géorgien en a profité pour faire passer des lois sans opposition. Ensuite est venue la répression contre les manifestants dont nous avons parlé plus tôt. Tu te rappelles l'histoire de la reconnaissance faciale chinoise et des amendes énormes que les gens ne peuvent même pas payer. Le vrai tournant s'est produit lors des élections locales d'octobre dernier. Comme l'opposition était divisée, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le fait de boycotter ou non le vote. Au final, suffisamment d'électeurs sont restés chez eux pour donner une victoire facile au Rêve géorgien, mais pas assez pour cacher le manque total de légitimité du parti. Des manifestations de masse à Tbilissi cette nuit-là ont abouti à une tentative ratée de prise du palais présidentiel. Ce qui s'est réellement passé reste contesté, qu'il se soit agi d'une tentative de révolution avortée ou de l'œuvre d'agitateurs professionnels infiltrés dans la foule. Il est reconnu que Rêve géorgien a profité de ce moment pour interdire les partis d'opposition et emprisonner leurs dirigeants. Mais cela nous ramène au point de départ de cet épisode, avec la répression persistante contre la société civile géorgienne. Cela ignore également le rôle de deux acteurs extérieurs évidents, la Russie et l'Europe. Commençons par l'Europe, puisque c'est là que cette chaîne est basée. En tant que bloc géopolitique que Rêve géorgien est censé vouloir rejoindre, on pourrait supposer que Bruxelles a beaucoup d'influence sur Tbilissi. Et sur le papier, c'est vrai, mais en réalité, l'Europe reste l'Europe. Autrement dit, la réaction de Bruxelles à l'effondrement démocratique en Géorgie a été aussi faible et hésitante que pour tout autre défi de l'Union. Alors que les militants pro-démocratie ont été battus et emprisonnés, l'Union européenne a envisagé des mesures comme la restriction des visas, qui permettraient à ces mêmes manifestants de visiter le bloc. Quand elle a essayé d'agir concrètement, ça a été mis en veto par la Hongrie dans le cadre de la campagne continue de Viktor Orban pour démontrer à lui seul pourquoi les règles de veto européennes doivent être réformées. Jusqu'ici, rien de nouveau pour l'Union européenne, mais The Economist a soulevé une autre théorie intéressante. Et si c'était l'ouverture de la porte de l'Europe à Tbilissi qui avait causé tout ce désordre au départ ? Pour rejoindre le bloc, les pays doivent franchir de nombreux obstacles, dont beaucoup concernent la corruption et l'état de droit. C'est positif si vous êtes un citoyen moyen de ces pays corrompus, mais moins si vous êtes le milliardaire de l'ombre qui les corrompt en coulisses. Ou, comme l'a dit The Economist, M. Ivanishvili a senti que son réseau de clientélisme était en jeu et a paniqué, selon les analystes. Il a compris qu'en adoptant ces réformes, la déoligarchisation, l'état de droit et les droits de l'homme, il perdrait le pouvoir, affirme Cornélie Katachia, directeur de l'Institut géorgien de politique. Fin de citation. Le timing donne certainement du crédit à cette théorie. La Géorgie a obtenu le statut de candidate à la fin de l'année 2023. Au printemps suivant, le gouvernement a adopté la loi sur les agents étrangers, tandis qu'Ivanishvili accusait l'OTAN d'être responsable de la guerre en Ukraine. Il n'est pas impossible que tout ce qui a suivi ait été la réaction d'un oligarque qui a compris que la seule façon de conserver son pouvoir était de s'allier à la Russie.
En parlant de la Russie, il est probable que le Kremlin ait saisi une opportunité pour tenter d'attirer la Géorgie du côté obscur. Nous avons déjà évoqué l'afflux d'argent non déclaré de Moscou à Tbilissi. Mais il y a aussi eu le transfert de marchandises sanctionnées de la Géorgie vers la Russie et d'énormes quantités de pétrole expédiées dans l'état du Caucase. Cependant, il existe des raisons de penser qu'Ivanitchvili et ses proches pourraient hésiter à trop se rapprocher du Kremlin. Pour citer Thomas de Waal, qui écrivait encore à la mi-2024, Ivanitchvili est façonné par la culture d'affaires et politique russe et il est à l'aise pour faire des affaires avec les Russes, mais il semble vouloir le faire depuis une position de sécurité. Il ne montre aucun désir d'appartenance. La stratégie actuelle vise à apaiser la Russie, pas à s'aligner sur elle. En fait, il semble qu'Ivanitchvili essaie de faire quelque chose de similaire à l'Azerbaïdjan et de se faire autant d'amis influents que possible pour équilibrer le risque. Outre contrer la Russie, le rêve géorgien cherche aussi à se rapprocher de la Chine et à tenter de gagner les faveurs de Donald Trump par des lettres flatteuses. Des lettres ignorées par l'administration Trump jusqu'ici. Voilà le principal problème auquel Tbilissi semble faire face. Même si le gouvernement tente peut-être un exercice d'équilibre d'urgence, la réalité semble être qu'il échoue lamentablement. Depuis 2 ans, Rêve géorgien s'est éloigné de l'Europe et ses tentatives avec l'Amérique ont échoué. Les Chinois, quant à eux, semblent traiter Ivanitchvili avec, au mieux, une politesse désintéressée. Seule la Russie semble vraiment ravie de la situation. Heureux de poursuivre l'acheminement de pétrole et d'argent pour soutenir le régime d'Ivanitchvili, mais à quel prix ? Comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises auparavant, devenir profondément dépendant de la Russie a tendance à mal finir. L'Allemagne l'a constaté quand Moscou a coupé le gaz à l'hiver 2022, déclenchant une crise énergétique en Europe. L'Arménie l'a constaté lorsque les soldats de la paix russe, sur qui elle comptait, se sont retirés, exposant le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. La Biélorussie l'a compris lorsque soutenir le régime Loukachenko a transformé ce pays autrefois neutre en base de lancement pour l'invasion de l'Ukraine. Donc se rapprocher de la Russie peut aider à maintenir Ivanitchvili au pouvoir pour l'instant. Mais qui sait ce qui se passera dans quelques années ? D'ici là, cependant, il pourrait être trop tard pour la démocratie géorgienne. Actuellement, ce petit État montagneux s'oriente rapidement vers l'autoritarisme, bien que son parti au pouvoir prétende se rapprocher de l'Europe. Avec les manifestants muselés et l'opposition emprisonnée, la Géorgie semble voir s'éteindre ses rêves occidentaux. Comme l'a écrit l'historien Stephen Jones, le gouvernement du rêve géorgien est en guerre avec la société géorgienne. Malheureusement, c'est une guerre que le parti d'Ivanitchvili semble être en train de gagner et vous pouvez parier que cette victoire est applaudie au Kremlin. Merci d'avoir regardé.